Et si le chemin le plus rapide pour mettre fin à une guerre n'était pas de la gagner sur le champ de bataille, si c'était tout simplement de rendre son coup économiquement insupportable, non seulement pour ceux qui la mènent, mais pour tous ceux qui la regardent, c'est l'idée vertigineuse que je veux dérouler avec vous aujourd'hui, parce que le conflit autour du détroit d'Ormuz vient de cesser d'être une simple histoire militaire régionale. Il est devenu quelque chose qui finira par apparaître dans votre facture de course, dans la prime d'assurance de chaque transporteur, dans le calcul de sécurité énergétique de chaque gouvernement de la planète, et cela, que vous ayez un seul soldat près du golfe Persique ou aucun. Voici la question qui tient cette vidéo entière et gardez-la en tête. Comment une guerre entre deux pays peut-elle envoyer la facture à des milliards de gens qui n'y participent pas? Une précision d'abord, comme toujours, parce que je tiens à votre confiance. Ce récit s'inscrit dans un scénario daté de 2026 et repose sur des faits rapportés par des sources sérieuses, CNN, NBC, l'Associated Press, les médias d'État iraniens, les cercles d'assurance de Londres. Traiter l'ensemble comme une analyse de mécanique, non comme un bulletin vérifié fait par fait. Ce qui compte, c'est pas tel pont précis tombé tel jour. C'est la mécanique économique et morale que ce scénario met en lumière. Et cette mécanique, elle, est parfaitement réelle. Alors, entrons dedans. Premier domino. Le nombre qui explique tout, 20%. Retenez ce chiffre parce qu'il est la clé de toute l'affaire. Environ un cinquième de tout le pétrole consommé chaque jour sur la planète passe par le détroit d'Ormuz. Attention, pas un cinquième du pétrole du Golfe. Un cinquième du pétrole mondial. Un baril sur 5 qui alimente les usines de Chine, les stations-service américaines, les chauffages du nord de l'Europe, les générateurs d'Afrique, franchit ces 20 et 1 kilomètre d'eau. Voilà pourquoi ce qui se passe là-bas n'est pas une affaire lointaine, c'est une artère de l'économie mondiale. Et quand une artère aussi vitale est menacée, le corps entier réagit, où qu'il se trouve. Dans ce scénario, une nuit de juillet, les forces américaines frappent 6 ponts et une gare de triage autour de Bandar Abbas, le grand port du sud de l'Iran, sur le détroit. Elle coupe les routes qui relient ce port au reste du pays, et l'Iran admet pour la première fois que ses infrastructures électriques ont été touchées, demandant à sa population du sud de réduire sa consommation en plein été, sous une chaleur écrasante. Les frappes ne visent plus seulement les armes, elles visent ce qui fait tourner un pays. Et il faut comprendre pourquoi ce port précis est le nœud de tout. Bandar Abbas n'est pas seulement le grand port militaire, le quartier général de la marine des gardiens de la Révolution. C'est aussi le poumon commercial du sud du pays. Tout ce qui doit entrer et sortir par la mer passe par lui, les armes et le carburant, mais aussi la nourriture, les médicaments, les biens de consommation pour 90 millions d'Iraniens. Couper les ponts et les voies qui l'alimentent, ce n'est pas seulement gêner l'armée, c'est menacer le ravitaillement d'un pays entier. Une usine de missiles ne sert à rien si l'on ne peut plus déplacer ses produits, mais un peuple non plus ne se nourrit pas si les routes de son port principal s'effondrent. Le même coup frappe la machine de guerre et la vie civile, et c'est précisément là que naît la zone grise sur laquelle nous reviendrons. Mais l'important, pour aujourd'hui, n'est pas le détail militaire. C'est ce que cela déclenche dans l'économie du monde entier. Deuxième domino, ceux qui paient sans se battre, voici ce que presque personne n'explique. Les deux pays qui se battent, les États-Unis et l'Iran, ne sont pas les premiers concernés économiquement par ce détroit. Les États-Unis produisent leur propre pétrole. L'Iran, sous sanctions, en vend déjà peu. Non. Les vrais acteurs, ceux qui ont le plus à perdre, sont ailleurs. C'est la Chine, c'est le Japon, c'est la Corée du Sud, c'est l'Inde, c'est l'Europe. Toutes ces économies qui importent d'énormes quantités de pétrole par ce goulot, relisez cela, parce que c'est une des grandes ironies de notre époque. Deux pays se battent, et ce sont des dizaines d'autres qui n'ont pas tiré un coup de feu, qui règlent la note. La Chine, premier importateur de ce pétrole, dépend de la stabilité d'un détroit qu'elle ne contrôle pas dans un conflit où elle n'est pas partie. L'Allemagne, la France, le Japon regardent, impuissants, une eau lointaine décider du prix de leur essence. Et comment cette note arrive-t-elle jusqu'à eux? Par un mécanisme invisible, silencieux mais implacable, l'assurance et le frais. Voyez comment ça marche. Dès que les frappes s'intensifient, les assureurs maritimes spécialisés dans le risque de guerre relèvent leurs primes pour tout navire osant entrer dans le Golfe. Assurer un pétrolier qui traverse une zone de guerre coûte soudain des fortunes. Certaines petites compagnies renoncent carrément à ces routes, préférant contourner toute la région par des trajets plus longs, plus sûrs, qui ajoutent des jours de voyage et gonflent les coûts. Et ces coûts, ils ne disparaissent pas. Ils descendent, maillon par maillon, jusqu'à vous. Le pétrole plus cher, c'est le diesel plus cher, donc le camion qui livre le supermarché plus cher, donc le prix sur l'étiquette plus cher, c'est l'engrais plus cher, donc la nourriture plus chère. Regardez comment le marché du pétrole traduit cette peur. Il ne réagit pas comme à un choc unique, mais avec la nervosité de l'incertitude prolongée. Les prix montent quand les frappes s'intensifient, retombent un peu pendant les accalmies. Mais, détail crucial,
Le plancher ne cesse de remonter. À chaque nouvelle escalade, un nouveau seuil de risque s'installe, plus haut que le précédent, et ne redescend plus. C'est cela, le vrai poison. Non pas une flambée spectaculaire suivie d'un retour à la normale, mais une lente reptation vers le haut, un cliquet qui monte et ne redescend jamais tout à fait. Le monde s'habitue à payer un peu plus cher en permanence la simple possibilité que ce détroit se ferme un jour. Ces effets-là ne font jamais la une. Une explosion, oui. Une prime d'assurance qui monte de quelques points, non. Et pourtant, sur des semaines et des mois, ce sont ces effets invisibles qui redessinent le commerce mondial bien après que les explosions ont cessé. La vraie arme dans cette guerre, ce n'est peut être pas le missile. C'est l'incertitude. Car l'incertitude, elle, frappe tout le monde à la fois et personne n'a de bouclier contre elle. Troisième domino, le péage. Mais pourquoi l'Iran prend-il le risque de menacer une artère dont dépend le monde entier, y compris ses propres amis comme la Chine? La réponse tient dans une stratégie que les analystes appellent la stratégie du péage. Et elle est d'une redoutable intelligence. L'Iran n'a pas besoin de fermer réellement le détroit pour en tirer un pouvoir immense. Il lui suffit que le monde entier croit qu'il pourrait le faire à tout moment s'il était suffisamment provoqué. Des missiles le long de la côte, prêts à tirer, des vedettes rapides capables de harceler les navires, une flotte fantôme qui contourne les sanctions. Chacun de ces éléments, seul, est limité. Ensemble, ils forment une menace crédible et permanente. Et l'Amérique a répondu à ce péage par un geste dont le vrai destinataire n'était pas l'Iran, mais le marché mondial. Dans ce scénario, la veille des frappes sur les ponts, les États-Unis rétablissent un blocus naval des ports iraniens. Les navires sont sommés de s'éloigner des terminaux pétroliers iraniens. La plupart obéissent aussitôt. Un seul refuse, un pétrolier qui continue de foncer vers le principal terminal d'exportation de brut iranien, malgré les avertissements. Un avion américain le neutralise, non pas en le coulant mais en tirant précisément dans sa cheminée pour stopper ses moteurs, sans percer les cuves ni provoquer de marée noire, le navire fait demi-tour. Personne n'est blessé. Mais en quelques heures, le message atteint chaque armateur de la planète. Il dit deux choses. D'abord, le blocus est réel et il sera appliqué par la force. Ensuite, et c'est plus subtil, nous savons stopper un navire proprement, sans catastrophe écologique. C'est une démonstration de force calibrée, adressée moins à l'ennemi qu'aux acteurs économiques, car c'est eux, in fine, que cette guerre cherche à convaincre. Chaque décision de faire demi-tour, de payer une surprime, de changer de route, se prend dans une salle de marché ou un bureau d'assurance, pas sur un champ de bataille. Et cette menace, c'est un péage, comme un homme posté sur l'unique pont d'une vallée qui n'a même pas besoin de le fermer. Il lui suffit que chacun sache qu'il pourrait le fermer pour que tout le monde, en passant, doive compter avec lui. L'Iran ne veut pas bloquer le détroit. Il veut être celui qui décide qui passe confortablement et qui passe dans l'angoisse. Il veut que jamais aucun gouvernement, nulle part, ne puisse se permettre d'ignorer ses préférences. Voilà le vrai but, une autorité de péage durable sur le point de passage énergétique le plus important du monde. Et c'est précisément ce péage que la stratégie américaine cherche à démolir en montrant par le blocus et les frappes que la menace iranienne peut être neutralisée. Deux stratégies qui s'affrontent, l'une veut installer le péage, l'autre veut le raser, et entre les deux, c'est le portefeuille du monde entier qui tremble. Et cette pression économique s'accompagne d'une pression militaire qui, elle aussi, coûte cher et parle fort. Dans ce scénario, les États-Unis massent plus de 50 000 militaires dans la région, contre une quarantaine de milliers en temps normal, avec des renforts navals, des forces expéditionnaires, des unités d'aviation avancées, placées en état d'alerte élevée. Une telle présence est un message en soi, quels que soient les mots officiels qui l'accompagnent. Elle dit au monde « Nous sommes prêts à tenir ce détroit ouvert, quel qu'en soit le prix ». Mais derrière cette force, la diplomatie, elle, se fissure. Des rumeurs d'accord imminents surgissent, aussitôt démenties par des factions rivales au sein même du pouvoir iranien, qui se contredisent en public. C'est le symptôme d'un régime dont la cohérence interne vacille sous la pression. Et un adversaire qui ne parle plus d'une seule voix est un adversaire avec qui il devient très difficile de négocier une fin. Car avec qui signe-t-on la paix quand l'autre camp ne sait plus lui-même qui décide? Faisons une pause, parce qu'il faut ici regarder une vérité inconfortable en face. Cette guerre économique a un coût humain et une zone grise morale que ni un camp ni l'autre ne peut esquiver. Quatrième domino, personne n'a les mains propres. Il y a dans le droit de la guerre une notion essentielle, celle des cibles à double usage. Le droit interdit de frapper des objets purement civils, mais il autorise de frapper des infrastructures qui servent à la fois aux militaires et aux civils. Un pont qui transporte des bus scolaires le matin et des convois militaires, la nuit tombe dans cette catégorie ambiguë. Et c'est là que tout se complique. Les ponts de Bandar Abbas sont sans doute un argument légal. Ils relient le quartier général de la marine iranienne au réseau logistique national. Mais appliquer cet argument à des ponts qui alimentent aussi de grandes villes civiles pose une vraie difficulté.
Plus de 100 experts en droit international l'ont d'ailleurs signalé publiquement quand les ponts sont devenus des cibles. Où s'arrête le militaire? Où commence la punition d'une population? La ligne est floue et c'est dans ce flou que se glissent les morts civiles. Dans ce scénario, au moins 8 personnes tuées dans les frappes sur les ponts. Mais attention, et c'est ici qu'il faut être honnête, l'autre camp non plus n'a pas les mains propres, car en riposte, l'Iran frappe, au Koweït, une centrale électrique et une usine de dessalement d'eau. Or, une usine de dessalement dans un pays désertique où il fait 46 degrés, c'est pas une commodité, c'est un système de survie, c'est l'eau potable de toute une population dans une nation qui ne peut pas vivre sans elle. Frapper cela, sous cette chaleur, se situe bien plus loin, du côté purement civil, qu'un pont qui porte aussi des convois militaires. Voilà la vérité que je veux poser sans détour. Aucun des deux camps dans cette guerre ne se bat les mains propres sur la question des infrastructures civiles. Et le débat juridique sur l'endroit exact où passe la ligne se poursuivra longtemps après que le dernier pont aura été reconstruit. C'est pas une raison pour renvoyer les deux camps dos à dos aveuglément. C'est une raison, pour être précis, distinguer ce qui relève d'une vraie zone grise et ce qui relève de la punition délibérée d'une population. Il faut aussi, sur ce terrain moral, se méfier d'une chose, la propagande. Car dans cette guerre, chaque camp ne se contente pas de combattre, il raconte. Et les récits ne tiennent pas toujours à l'épreuve des faits. Dans ce scénario, le président américain affirme lors d'un sommet que l'Iran aurait tiré plus de 100 missiles sur un porte-avions américain en 1 heure, tous interceptés. Au milieu de son récit, il commet même un lapsus, désignant le pays attaquant comme la République islamique du Japon, une simple bévue verbale sous la pression largement rapportée. Mais surtout, le chiffre exact et le taux d'interception parfait n'avaient, à ce moment-là, pas été confirmés de façon indépendante par le Pentagone. Symétriquement, plus tôt, les gardiens de la révolution iranienne avaient prétendu avoir frappé ce même porte-avions et l'avoir forcé à fuir sur plus de 1000 km, ce que le commandement américain avait aussitôt démenti. Deux camps, un même navire, deux récits invérifiés qui s'annulent. Retenez ce réflexe, en temps de guerre, chaque affirmation spectaculaire doit d'abord être rangée dans la case à vérifier. C'est pas du cynisme, c'est de la rigueur. Car ces récits ne sont pas destinés à informer, ils sont destinés à galvaniser un public intérieur. La guerre de l'information est le troisième front, après la terre et l'économie. Et de tous, c'est peu. Être celui qui nous vise le plus directement, nous, spectateurs, qui essayons de comprendre. Et cela nous mène à l'insight, le cœur de toute cette histoire. L'histoire connaît bien cette arme, celle qui ne vise pas l'armée ennemie, mais la vie qui la soutient. On l'appelle la guerre économique, ou le siège. Pendant la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni imposa à l'Allemagne un blocus naval total. L'idée n'était pas de vaincre l'armée allemande au combat, mais d'étrangler l'économie et le ravitaillement du pays, jusqu'à ce que la faim fasse le travail que les canons ne parvenaient pas à faire. Des centaines de milliers de civils allemands, dit-on, en moururent de malnutrition et de privation. Et ce blocus souleva, déjà, exactement les mêmes questions morales. Peut-on affamer un peuple entier pour plier son gouvernement? Où s'arrête la guerre contre une armée? Où commence la guerre contre une population? Un siècle plus tard, la question est la même. Seuls les outils ont changé. On ne bloque plus seulement les vivres. On coupe les ponts, on frappe les raffineries, on fait grimper les primes d'assurance, on empoisonne l'incertitude. Mais la logique profonde est identique. Faire mal à l'économie, à la vie quotidienne, jusqu'à ce que continuer devienne insupportable. Il y a même, dans la version moderne, raffinement de plus. Le blocus de 1914 étranglait un seul pays. Aujourd'hui, en frappant un détroit dont dépend le monde entier, on étrangle du même geste l'économie de la planète. C'est un siège qui déborde de sa cible. On visait l'Iran, et l'on serre la gorge de la Chine, de l'Europe, de l'Inde, qui n'ont rien demandé. Jamais une arme économique n'a eu une telle portée. Un homme qui pince un tuyau à Hormuz fait trembler une usine à Shanghai et une boulangerie à Bordeaux. Voilà ce que la mondialisation a fait de la guerre. Elle a relié nos prospérités par des fils si tendus qu'une secousse à un bout se sent à l'autre, instantanément. Et voilà l'insight que je veux graver en vous. Dans les guerres modernes, le champ de bataille décisif n'est presque jamais celui que montrent les images. Ce n'est pas la ligne de front. C'est le marché, l'assurance, la chaîne d'approvisionnement, le prix du baril. La véritable cible n'est pas l'armée ennemie. C'est la capacité d'un pays, et parfois du monde entier, à supporter le coût de la poursuite du conflit. On ne cherche plus à tuer l'adversaire. On cherche à le rendre trop cher à soutenir, et dans cette forme de guerre, il n'y a plus de spectateurs, seulement des payeurs. Prenons un visage pour que ce ne soit pas qu'une affaire de baril, à titre de figure représentative, pas de personne réelle, imaginez une famille quelque part loin de tout cela. Appelons-les les Trans, à Lyon ou à Longueuil, près de Montréal. Ils ne savent pas placer Bandarabas sur une carte, ils n'ont aucun proche au Moyen-Orient. Et pourtant, dans les semaines qui suivent, ils voient le plein d'essence grimper. Le chauffage de l'hiver coûtait davantage.
Le caddie du supermarché s'alourdir de quelques euros, quelques dollars, sans qu'ils comprennent vraiment pourquoi. Ils sont, sans le savoir, des soldats involontaires de cette guerre. Ils la financent, un plein, une facture, un ticket de caisse à la fois. Des trains, il y en a des centaines de millions sur tous les continents. Ce sont eux l'arrière-plan silencieux de ce conflit. Et c'est peu être cela le plus troublant. Dans les guerres d'autrefois, on savait quand on entrait dans le conflit, on partait, on s'engageait, on subissait un bombardement. Aujourd'hui, la famille Tran est entrée en guerre sans le décider, sans même le remarquer, le jour où le prix de son plein a changé. Elle paie un impôt qu'aucun parlement n'a voté, prélevé par la seule mécanique des marchés affolés. C'est une conscription invisible, silencieuse, mondiale, et personne ne peut y échapper, parce que personne ne peut se passer d'énergie, ce qui nous ramène à nous, à la France, au Canada, très directement, car nous sommes exactement ces payeurs. Nos deux pays figurent parmi ceux qui surveillent ce détroit avec le plus d'attention, non par curiosité géopolitique, mais parce que la sécurité et le prix de notre énergie en dépendent. Chaque semaine que dure ce conflit, nous faisons face au même calcul inconfortable. Notre bien-être quotidien dépend d'une issue, militaire ou diplomatique, sur laquelle nous n'avons presque aucune prise. Nous subissons une guerre que nous ne menons pas. Cela devrait nous faire réfléchir à deux choses. La première, c'est notre dépendance. Un pays qui laisse son chauffage et son économie dépendre d'un goulot d'eau à l'autre bout du monde, contrôlable par un régime hostile, se rend volontairement vulnérable. La France l'a compris après le choc pétrolier des années 1970 en misant sur le nucléaire. Le Canada, riche de ses propres ressources, doit se demander comment mieux s'affranchir des soubresauts mondiaux. La diversification énergétique n'est pas une lubie écologique, c'est une question de souveraineté. La seconde, plus grave encore, est morale. Acceptons-nous un monde où les ponts que traversent des enfants ou l'eau que boivent des civils deviennent des cibles légitimes dès qu'un convoi militaire les emprunte aussi ? Car cette logique, si nous la laissons s'installer chez les autres, finira par revenir chez nous. Les infrastructures de nos propres villes, nos ponts, nos centrales, nos usines d'eau sont tout aussi à double usage. Le précédent que l'on tolère aujourd'hui au loin est la règle que l'on subira demain. Et il y a une troisième leçon plus discrète sur notre manière de regarder le monde. Nous avons pris l'habitude de suivre les guerres comme des spectacles, les explosions, les cartes, les déclarations tonitruantes. Mais la partie qui nous concerne vraiment, celle qui touchera notre portefeuille et notre quotidien, est justement celle qu'aucune caméra ne filme, la prime d'assurance qui monte, la route qui s'allonge, le baril qui reptile vers le haut. Apprendre à regarder cette guerre-là, la silencieuse, l'économique, c'est apprendre à voir où se joue réellement notre avenir. Le vrai front n'est pas toujours celui que l'on nous montre. Souvent, il est dans une salle de marché, dans un contrat d'assurance, dans un ticket de caisse. Alors, récapitulons la mécanique, parce qu'elle est d'une logique implacable. 1/5 du pétrole mondial passe par un goulot de vin et 1 kilomètre. Quand ce goulot est menacé, ce ne sont pas les belligérants qui paient le plus, mais les économies spectatrices Chine, Japon, Europe, par le canal invisible de l'assurance et du frais. L'Iran exploite cela avec sa stratégie du péage, l'Amérique la démolit par le blocus et les frappes, et dans cet affrontement, les infrastructures civiles deviennent des cibles, dans une zone grise morale où aucun camp n'a les mains propres, le tout illustrant une loi aussi vieille que les sièges. La guerre moderne ne vise plus l'armée ennemie, mais la capacité du monde à en payer le prix. Reste la dernière question, et je vous la laisse. Si la manière la plus efficace de finir une guerre est de la rendre trop coûteuse à supporter, alors la victoire ne va pas à celui qui frappe le plus fort. Elle va à celui qui peut saigner le plus longtemps sans tomber. Mais quand la note est envoyée au monde entier, quand des familles à Lyon et à Montréal paient pour un détroit qu'elles ne verront jamais, une question demeure plus dérangeante que toutes les autres. À force de faire de l'économie mondiale le champ de bataille, ne sommes-nous pas en train d'inventer des guerres où il n'y a plus nulle part de civils ? Où chacun, jusque dans sa cuisine, est devenu une cible ? Et si c'est le cas, la vraie question n'est plus de savoir qui gagnera cette guerre-ci, c'est de savoir combien de temps encore le monde acceptera d'en régler la facture.